Nous sommes arrivés à Bucaramanga, c'est une ville qui est au nord du pays, plutôt au nord du pays, qui compte 1,1 million d'habitants. On est à 1000 mètres d'altitude. Donc c'est la troisième année que je viens à Bucaramanga. Je suis invité par l'université industrielle de Santander pour préparer des référents à ce qu'ils appellent la génération de la paix, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont rencontrer les couples et les femmes enceintes pour essayer de les préparer à une génération de la paix, puisque la paix a été signée avec les FARC et que c'est une priorité nationale de faire la paix. Je viens donc pour cette première raison, qui est préparer des référents, et puis aussi pour envisager comment organiser le suivi de ces référents dans les années à venir. Et enfin, il y a un troisième projet qui s'est greffé, c'est rencontrer les FARC. Là aussi, principalement, rencontrer les femmes enceintes chez les FARC pour elles aussi les préparer à la génération de la paix. Mais en fait, on va s'apercevoir de ce voyage qu'il y aura aussi d'autres enjeux qui vont survenir par le hasard des choses. Alors quand on part chez les FARC, on nous a annoncé qu'on allait rencontrer d'abord un cordon de l'armée avec des contrôles très sévères, ensuite un cordon de la gendarmerie d'abord, puis un cordon de l'armée, et enfin un barrage des FARC eux-mêmes. Donc voilà, on arrive, mais plutôt en faisant attention où on met les pieds et en s'attendant donc à de nombreux contrôles. En fait, on ne va rien rencontrer de tout ça. On va être accueillis, comme on va le voir, de façon très amicale, très chaleureuse. Cette visite va être facilitée parce qu'en fait, on est accompagné de Juan. Juan, c'est un professeur de droit, toujours à l'université industrielle de Santander, qui est très impliqué chez les FARC et qui va nous ouvrir toutes les portes. Le fait d'arriver avec lui fait qu'on est tout de suite très bien accueillis. Donc on va rencontrer Juan, on va rencontrer aussi la professeure qui m'a fait venir, Anna Cecilia, et son mari qui est français, c'est comme ça que je les ai rencontrés. On va rencontrer aussi le commandant guerrilleros des FARC qui est maintenant commandant du camp, et puis son second, le capitaine, qui va nous faire visiter en particulier les cultures. Donc en fait, ce montage vidéo, eh bien, il reprend un petit peu par les choses telles que moi je les ai rencontrées, telles qu'elles ont pu se dérouler dans ce séjour qui a duré 3 jours. Donc là, on est en train de prendre la route pour aller au camp. Donc ça dure 2 heures entre le moment où on atterrit à San Juan de Guadaviere et qu'on arrive au camp. Il faut à peu près 2 heures de route, chaotique. Donc dans ce voyage, on va passer progressivement de zones de culture à la jungle. Et là, vous voyez, on est déjà au début de la jungle. Donc on arrive dans une des 26 zones de regroupement FARC et vous voyez celle-là est affichée, c'est le gouvernement qui a affiché ce panneau pour montrer qu'on rentrait dans une zone particulière de ce regroupement. Et là on a les maisons qui ont été construites, il y en a 220 environ, donc sur dalles béton, ossature métallique et puis rails placo avec des plaques de fibrociment pour faire les murs, donc assez vite fait mais en même temps assez confortable. Voilà, là on est dans un lieu qui est dédié aux personnes qui viennent pour donner des cours aux FARC ou bien les aider, comme Juan qu'on voit ici, qui est prof de droit. Voilà, là c'est une partie de notre petit groupe qui est venu rencontrer les FARC avec mon ami que j'ai connu à Marseille à droite. Là on est devant le lieu de réunion des FARC et ça c'est la maison du commandant.
Voilà, donc c'est le commandant FARC qui est maintenant avec Anna Cecilia ici. Anna Cecilia, c'est elle qui m'a fait venir, donc, qui est professeure à l'université de Santander, et qui va assurer la traduction parce que je ne parle pas suffisamment couramment espagnol pour faire une interview. Voilà, là on assiste à une réunion, tous les matins ils se réunissent pour voir les travaux à faire, pour faire le point. Donc ça c'est le second du commandant, un ancien capitaine guerrilleros qui conduit un petit peu tous les travaux dans le camp et qui leur explique ce qu'on va faire ce matin. Alors à la fin de cette réunion technique, il y a le commandant du camp qui va venir. En fait, la veille, il est allé à une réunion du nouveau parti FARC où il a une place importante et il va un petit peu leur expliquer les décisions qui ont été prises, les problèmes qui se posent pour cette intégration des FARC à la vie. Voilà, donc il va y avoir un discours qui va durer au moins 3/4 d'heure où il va leur expliquer tous les détails de ce qui a eu lieu la veille et de ce qui va se passer maintenant pour leur camp. En fait, il leur explique aussi que ce camp est basé sur un choix individuel. C'est-à-dire que ce camp de regroupement, il y a donc différentes personnes qui sont là, qui viennent d'ailleurs quelquefois, qui ne se connaissent pas tous d'ailleurs au départ. Et il y a un choix individuel, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider de rester ensemble dans ce camp pour construire une vie ensemble avec leurs critères à eux. Et puis, ils peuvent aussi décider de retourner en ville. En fait, ce qu'il leur explique, c'est que ceux qui vont aller en ville, ils ne sont pas du tout adaptés pour le travail, parce que c'est des gens qui sortent de la jungle depuis 50 ans, donc quelquefois ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas de compte bancaire, et donc il va leur expliquer qu'ils ont peut-être quand même intérêt à rester et vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que ceux qui vont aller en ville, les hommes, ils ne sont pas adaptés au travail, comme je viens de le dire, et les femmes, elles vont risquer de se retrouver en prostituées. Donc les hommes sur le trottoir à mendier et les femmes prostituées. D'autant plus qu'il y en a un certain nombre qui sont blessés. Je ne sais pas si on a vu sur les images, mais il y en a un, il lui manque un bras, il a une main très handicapée. Et donc ces gens-là, ils vont vraiment se retrouver avec rien du tout. Nosotros queremos conservar nuestra tradición de lucha, lo que tanto nos costó porque nosotros construimos ese nombre. Nosotros... Si usted me espera, yo le traduzco, porque si no, ¿cómo hacemos? Yo como soy costeño hablo un poco rápido. No, yo entendí. No, bueno, vuelvo y les explico. Ils vont construire là, ils vont écrire là le nom de FARC. Et là, ils vont mettre une grande rose rouge, c'est le symbole. Bueno, parce qu'ils veulent vraiment le nom de FARC, ils veulent le garder. Parce que c'est vraiment la tradition de lutte. Même si les gens ne sont pas d'accord pour garder, parce qu'il y a des gens pour qui ça représente le terror, c'est pas vrai, c'est vraiment pour eux, c'est la tradition de la lutte. Además de eso, antiguamente los aviones pasaban a buscarnos. Ahora cuando pasen, que nos miren, que miren que aquí está la FARC. ¿Qué te iba a decir? Avant, il y avait les avions qui passaient, vraiment pour les chercher, pour essayer de les tuer. Maintenant, les avions, ils peuvent passer, ils vont voir qu'il y a les FARC là. Donc pour eux, le nom de FARC est associé à la lutte pour la liberté, alors que pour d'autres, c'est associé à la violence. Mais il faut savoir que beaucoup des violences leur ont été mises sur le dos, alors que ça avait été en fait perpétré par les paramilitaires ou les militaires. Alors maintenant, après cette guerre, après ces luttes, maintenant il faut organiser la vie, et ça, comme le commandant le dit, ça n'a pas été vraiment pensé. Et donc il faut tout qu'ils pensent, tout qu'ils organisent, les cultures pour manger, etc. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pero además esto va a ser un gran parque. Y en plus là, ils vont faire un grand parc. Aquí en este parque vamos a hacer un parque que se combine la permacultura. Sí, aquí va a estar adornado con verduras, con huertas, con flores y un busto del camarada Manuel que vamos a colocar allí. Y otro de Jaime Pardo Leal. Ils vont faire un grand parc de permaculture. Et là, ils vont mettre un grand buste de Manuel Marulanda et aussi Jaime Pardo Leal. C'est deux des grands de FARC. Es que Jaime Pardo Leal, él fue asesinado
el 11 de septiembre, no era candidato presidencial por la Unión Patriótica a la planificación de la construcción de infraestructura. Este país fuera otra cosa. Maravilloso. Pero por desgracia aquí los esfuerzos fueron dedicados en su momento a planificar la guerra. Il dit qu'on a vraiment en Colombie, on a très bien planifié la guerre. Mais on ne s'est pas penché du côté de la ville pour planifier les villages, l'éducation, la santé. Y c'est ce qu'ils veulent faire ici, que ce soit vraiment planifié, que tout est en ordre. Aquí muchas vidas sucumbieron en el campo de batalla. Aquí donde estamos nosotros, aquí hubo combates, ahí hay trincheras hechas. En la parte de ahí hay unas trincheras hechas, aquí hubo combates. Là, il y a eu des combats dans cette partie-là, il y a des... Sí, pero que no se vayan a ir en ellas. No, aquí fueron asaltadas unas unidades, aquí murieron guerrilleros, pero también murieron soldados. Ici, il y a eu des morts de la guérilla, mais aussi des soldats, des militaires. Y ahora que pues no queremos que haya más muertos. Dicen que el mejor general que hay en el mundo es aquel que ahorra vidas. Maintenant, ils veulent plus de morts parce qu'on dit que le meilleur général, c'est celui qui épargne de vie. Hay algunos que se empecinan en la idea de que esto siga. Il y en a, en Colombie, il y a des gens qui veulent vraiment que ça continue la guerre. Mais eux, ils disent, si on fait les comptes, là, les dernières années, combien de vies on a épargné, c'est énorme. Pues yo creo que en estos momentos hay menos preocupación por las madres, porque sus hijos no vayan a morir en un campo de batalla. Eso da como más tranquilidad. Que les femmes maintenant qui sont enceintes, ils sont moins préoccupées parce qu'elles savent déjà que leurs enfants ils vont pas mourir dans un champ de bataille. Y porque además fueron muchas las generaciones que sucumbieron en el campo de batalla. Y lo peor de todo es que quienes ordenaban la guerra nunca fueron a vertir una gota de sangre en el campo de batalla. Nunca lo hicieron. Y aquí los esperamos. Aquí los esperamos y entre todos vamos a hacer esto, vamos a mostrar al mundo otra cosa. Unos meses atrás, la selva era la casa de nosotros. Il y a quelques mois, la jungle là, qu'on voit, c'était leur maison. Ahora ya estamos cosechando la paz. Et là maintenant, ils sèment la paix. Et tout ça, c'est semer la paix. Ce qui nous a le plus impressionné, c'est l'étendue des cultures qu'ils ont mis en place, les serres. C'est très impressionnant tout le travail qui a été fait. Dans 3-4 jours, normalement, ça commence à pousser là. Parce qu'ils sont semés cette semaine, tout ça. Para comenzar a producir. C'est énorme. Y allá al otro lado también, ¿ve? Todo lo que mira usted. Todo lo que mira aquí es urbano. De aquí vamos a fabricar nosotros el compostaje. Ah, c'est la partie pour faire de la compost là. Eso. Para nosotros producir el mejorador de suelos. Pour produire l'engrais biologique. Con toda la materia orgánica que sale de la agricultura, lo vamos a elaborar para hacer el compost. Ils vont élaborer avec tous les déchets organiques là-bas, ils vont faire la compost ici. Y otra parte la vamos a hacer lombricultura. Et il y a une partie, c'est pour les vers de terre. Lombriculture. Lombriculture. Para sacar el humus y seguir mejorando el suelo. Pour l'humus y pour continuer à... Perdónenme. La tenían clara ustedes. Y c'était très clair ce que voulaient. La tenían clara. Esto es de una, ¿cómo se llama? Repollo no, y no lechuga. Una lechuguita crespa. C'est la salade, tout ça. Il faut se rendre compte qu'il peut y avoir jusqu'à 400 personnes dans ce camp, donc il faudra qu'ils nourrissent 400 personnes. Pour l'instant, l'État leur fournit la nourriture pendant un certain nombre de mois. Ça devait s'arrêter en octobre, mais finalement ça a été un peu prolongé. Mais ils ont comme objectif de pouvoir nourrir ces 400 personnes. Ça explique l'étendue des cultures. Y aquella que está saliendo allá, ese es... ay, ¿cómo se llama esta matica?
on a les deux professeurs d'université, Anna Cecilia, qui est directrice de recherche en sciences humaines, et Juan, qui lui est donc professeur d'université de droit, et qui aide les FARC justement à comprendre le droit colombien et puis à appliquer ce droit colombien à leur situation particulière. C'est dans ce type de conteneur qu'étaient stockées les armes qui avaient été rendues par les FARC à l'ONU. Dans le village, tous les cours qui vont avoir lieu sont affichés, dont le mien d'ailleurs, ou tous les grands rendez-vous qu'ils ont avec le commandant du camp ou avec des personnes extérieures qui viennent. Donc là, je m'adresse en principe aux femmes enceintes, mais il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'ils ont tellement de rendez-vous et ils sont tellement occupés aussi par la mise en place du camp qu'il y avait assez peu de personnes. Mais ceux qui sont venus étaient très intéressés. En fait, ils avaient beaucoup de questions médicales parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se renseigner sur la contraception, sur des maladies qui leur arrivaient. Et donc, j'ai aussi pas mal répondu à des questions médicales techniques et ça les a beaucoup soulagés parce qu'ils traînaient ces questions depuis quelquefois très longtemps sur des grossesses interrompues, des choses comme ça. Avant de vivre dans ce village qu'on vient de voir, ils étaient regroupés dans un camp intermédiaire. On voit ici leur salle de réunion, les WC, les toilettes. Ça, c'est le lavoir. Et là, c'est le lieu où ont été brûlés tous les habits militaires. Au moment où ils ont rendu les armes, l'ONU a brûlé tous les habits qu'ils portaient avant d'être regroupés dans ces camps. Et maintenant, on visite en fait les premières cultures qu'ils avaient mis en place, avant donc celle qu'on a vue tout à l'heure, qui était à grande échelle. Ça, c'était à plus petite échelle. C'était toujours au moment où ils étaient dans ce camp intermédiaire. Là, on remonte encore le temps et on va voir la vie qu'ils avaient dans la jungle avant que la paix soit signée. Donc on peut voir les conditions de vie extrêmement rustiques. Là, c'est les supports qu'on vient de voir, sur lesquels ils mettaient des plastiques noirs pour protéger de la pluie. En fait, le but d'habiter dans la jungle, c'est d'être caché, bien évidemment, et ces toiles noires faisaient qu'ils étaient encore moins repérés à cause de cette couleur noire qui n'attirait pas le regard. Donc là, on va s'éloigner du camp et on va aller rencontrer des paysans qui sont pas très loin. Et ça va nous permettre de voir quelle relation ils ont avec ces paysans voisins. Et on va donc se rendre compte que ces relations sont excellentes. Et on a compris qu'en fait, à l'origine, quand ils étaient dans la jungle, ce sont les FARC qui protégeaient les paysans. Et que d'ailleurs maintenant, c'est l'armée qui doit le faire et que c'est pas très simple parce que les paramilitaires leur tombent dessus pour les rançonner. Alors le dernier jour, on avait une dernière rencontre prévue avec le commandant du camp parce que le jour précédent, on avait été interrompu parce qu'il avait une réunion avec l'armée, l'ONU et la police locale.
Et donc on avait remis cette réunion, et là on le rencontre et on a l'impression de ne pas être devant le même homme. Il a l'air d'être, je sais pas, d'être abattu, il est très abattu, il n'a plus du tout l'énergie qu'on lui voit tout à l'heure. On est dans une petite maison cachée au fond du bois parce que tout le camp est occupé par différentes manifestations qui n'ont rien à voir avec ça. Mais bref, les conditions sont déjà particulières et lui il paraît vraiment abattu. Il a la tête dans les mains de temps en temps. Et petit à petit, on comprend qu'en fait, la réunion avec les militaires s'est très très mal passée, qu'ils lui ont fait un chantage en lui demandant de dénoncer des amis à lui qui sont encore cachés dans la forêt. Ils ont dû lui faire d'autres chantages et il réalise que rien n'est gagné, qu'ils sont en grand danger, qu'il a en même temps la responsabilité de ce camp avec 400 personnes et qu'en même temps il n'est pas sûr qu'ils vont pas être détruits par une bavure ou quelque chose comme ça dans les quelques jours à venir peut-être. On sent vraiment quelqu'un qui est plus du tout celui qu'on a rencontré la veille et on réalise qu'en fait rien n'est gagné pour eux, loin de là. En fait, ce qui me frappe en repartant de ce camp FARC, c'est le fait que je m'étais fait une idée de ces hommes guerrilleros, un peu brutaux, un peu violents, et c'est pas du tout ce que j'ai rencontré. J'ai rencontré des gens très humains, qui nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur, qui posaient des vraies questions. On a eu l'impression d'être avec des amis. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que finalement je me réfère à une idée toute faite que j'ai eue à travers les médias et pas une expérience personnelle. Et ce que je voulais peut-être traduire là, c'est voilà ce que j'ai vu. Je dis pas que c'est la vérité et que ça représente les FARC, mais c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai perçu. C'est vraiment des gens très humains qui veulent la paix, qui veulent construire une façon de vivre ensemble, qui tiennent compte de l'autre, et les valeurs qu'ils défendent et l'énergie qu'ils y mettent. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. À peine revenu donc de ce camp FARC, eh bien je commence la formation des référents à la génération de la paix à l'université de Santander. Et ces personnes, c'est elles, donc, comme je disais, qui vont recevoir les femmes enceintes, les couples, pour essayer de les préparer à créer une vraie génération de la paix avec les enfants qu'elles portent actuellement ou qu'elles vont porter. Et c'est donc une manifestation qui a été organisée par la faculté avec les instances locales, et donc il y a une cérémonie qui a été faite pour lancer cette génération de la paix.